Voilà, je vais continuer. En fait, quand je disais que Éric Zemmour n'a pas d'ADN français, mais il est dans la culture française, c'est la particularité, c'est l'originalité de la culture française, c'est qu'on peut venir de n'importe où et adhérer à cette culture. C'est comme aimer les langues germaniques, ça ne veut pas dire aimer l'allemand, c'est la langue germanique, sans la correspondance à un État. Et donc la culture française, c'est pas la France, mais on peut adhérer à la culture française par la lecture, la connaissance. Et vous savez bien qu'il y a eu tellement de gens étrangers depuis longtemps, je dirais même depuis toujours, des gens venus d'ailleurs qui ont enrichi, qui ont contribué à la culture française. Nous avons eu des reines d'origine italienne, nous avons eu l'épouse de François Ier était italienne, je crois. Marie-Antoinette était autrichienne. Bon, sans parler des souverains. Émile Zola était italien. Donc tous les grands de la littérature, ils avaient tous une origine de quelque part. Ils n'étaient pas du village. Bon, il y a certainement des Français du village qui ont développé la culture française, comme Breton, mais on a eu des Camus qui venaient d'Algérie. Et en plus, il avait des origines espagnoles. Pourtant, Albert Camus, c'est comme un grand de la littérature française. Donc on n'est pas obligé d'être français pour appartenir ou adhérer à la culture française ou avoir un ADN français ou autre. C'est une contribution. Donc vous voyez que faire adhérer un mec comme Walid Zemmour dans la culture française, c'est logique, c'est cohérent. C'est le but d'ailleurs. C'est le but d'éduquer ces petits colonisés et de les amener à la culture française. Mais de là à être discriminatoire contre les autres, alors là on peut vous dire que c'est le mauvais élève qui a mal compris l'éducation française. Enfin bon, bref, l'actualité nous bouffe, l'actualité nous bouffe, et la semaine dernière je voulais vous parler d'Éric Zemmour en disant que c'est vraiment le grand danger, ça fait longtemps que je le dis, le risque qu'il devienne président de la République. Vraiment, s'il se présente, vous voyez, moi j'ai pas de télé, j'ai rien. J'ai uniquement mon souscripteur, mon internet, et je n'ai que du Zemmour chez moi. J'ouvre mon Facebook, j'ouvre mon YouTube. Il n'y a que de Zemmour, ce qu'il pense, ce qu'on pense, ce qu'il dit, ce qu'on dit de lui. Il n'y a que ça. Donc il occupe tous les écrans. Moi j'arrive pas à l'encaisser, je n'arrive pas à l'encadrer. Mais je pense que ça doit laisser une influence et qui se marquera dans les votes. Et je crois qu'il sera le prochain président de la République française. Et alors, voilà, donc c'était une inquiétude. Et entre-temps, il a fallu la guerre pas la guerre de Crimée, mais la guerre d'Ukraine. La nouvelle guerre d'Ukraine qui est fait à l'actualité depuis 2 jours. C'est quelque chose d'assez inattendu. Personnellement, je ne m'y attendais pas parce que je n'écoute pas les informations. Mais que les troupes de Poutine entrent en Ukraine, ça je l'aurais jamais cru. Jamais j'aurais cru qu'une puissance nucléaire puisse pénétrer dans un pays, l'occuper, parce que, vous savez, le dernier qui a fait ça, c'était l'Irak. Ils ont occupé le Koweït, et vous avez vu ce qu'ils ont ramassé. Donc, si jamais la Russie pénètre en Ukraine, il va y avoir la réaction de l'OTAN, la réaction de l'Europe, la réaction de l'Amérique. Et donc c'est très très inquiétant. C'est très très inquiétant. Alors le calcul, il y a certains qui disent ouais, la mollesse européenne, mais attends. Maintenant c'est trop tard, il est rentré, il faut le laisser terminer ses objectifs. Et puis faire une partie d'échecs, rejouer. Alors pourquoi Poutine a-t-il envahi l'Ukraine? Je n'ai pas les informations totales, je m'excuse, je n'ai pas de TV, je ne suis pas les informations, c'est vraiment bref ce que j'ai. Mais pourquoi est-ce qu'il a attaqué l'Ukraine? Vous savez, je crois que c'est un fervent patriote nationaliste qui est dans la nostalgie de l'URSS et de la perte d'empire. Et en fait, nous assistons sous nos yeux à la fin de l'empire soviétique, la fin du dernier empire. La fin du dernier empire. C'est-à-dire les empires coloniaux ont disparu,
Et puis maintenant, la Russie a réussi à conserver son pouvoir, mais depuis une trentaine d'années, dirait-on, quand même, elle est en train de perdre. L'URSS n'existe plus. On a perdu, ça a commencé d'abord avec la Pologne, la rupture avec la Pologne, ensuite la Hongrie, la Tchéquie, les pays baltes, la Moldavie, enfin peut-être pas la Moldavie, je ne sais plus, mais enfin de très nombreux États sous l'orbite de la Russie, de l'URSS, sont passés au côté occidental. Et ils sont tous enthousiastes à l'égard de l'idée européenne. Les Lituaniens vous ne pouvez pas imaginer, ils sont heureux d'être dans l'Union européenne. Les Croates rentrent dans l'Union européenne. Et ils amènent leurs extrémismes. Alors, ces pays ont un enthousiasme pour l'Europe. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de perdre leur particularité originale. Ils sont en train de se formater dans le modèle européen. Modèle européen, lequel est critiqué par les principaux fondateurs. Bon, l'Angleterre n'est pas parmi les fondateurs de l'Union européenne, mais l'Angleterre est sortie avec le Brexit. Aujourd'hui, on a des candidats français qui veulent le Frexit. Alors, si l'Allemagne veut faire pareil, ou si le Danemark veut faire pareil, ou si la Belgique peut faire pareil. Il y a un mouvement en Belgique, un mouvement flamand, qui veut le retrait de l'Europe. Alors, bon, ils n'y arrivent pas parce qu'il y a quand même une partie francophone, une majorité du pays, qui veut rester. Mais enfin, c'est quand même bizarre. Je veux dire, on a des minorités politiques extrêmement actives, des principaux partis, qui n'arrivent pas aux 50%, heureusement, et qui sont pour la sortie de l'Union européenne. Ils en ont marre des tâches En fait, l'Europe, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un nouvel empire? Ce n'est pas un nouvel empire, c'est une grosse administration réglementaire qui a son utilité, qui est de bonne morale, de bonne éthique, mais on ne contrôle pas ses pouvoirs. Alors elle donne des directives très intéressantes et très importantes sur l'environnement, sur les normes, sur les ressources, etc. Elle est aux alertes. Elle a des budgets, elle a des études. Donc elle fait un travail de connaissance qui est très intéressant. Un travail surtout législatif, qui aide les États dans leur législation. Mais voilà que les grandes puissances législatives comme la France, par exemple, commencent à contester les lois européennes. Bon, pensez tout simplement par exemple à la directive Bolkestein, c'est-à-dire qu'il y a des recommandations européennes dans lesquelles tous les pays du Nord sont d'accord, mais la France est un pays centralisé, un pays socialiste avant le socialisme, quelque part, ils ne sont pas d'accord. Et donc il y a parfois des désaccords sur la vision par rapport aux aides, par rapport aux lois, par rapport à... Et on parle d'atteinte à la souveraineté, etc. etc., etc. Donc, alors qu'est-ce que c'est que cette Europe? Elle enthousiasme les uns, ceux qui ne la connaissent pas. Elle fait craindre les grandes puissances parce qu'ils payent beaucoup. Qu'est-ce qu'ils retrouvent en retour? Qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? La France n'est plus la France. La France se met derrière le dos de l'Europe. Si par exemple on analyse la situation de la Tunisie, en Tunisie, ce n'est plus la France qui parle directement à la Tunisie. La France n'est pas contente de la Tunisie. Mais elle ne le dit pas. Elle n'a pas envie de développer un conflit inutile. Pourtant, c'est notre principal partenaire, c'est notre principal allié et c'est notre principal régel, dans le sens que le jour où il faut être derrière la Tunisie, dans tous les pays du monde, lequel serait là, eh ben c'est la France, hein, bien avant d'autres. Donc bon, mais ça c'est les coulisses du pouvoir. Et ça n'a rien à voir avec le colonialisme ou non, ou l'impérialisme que des gens répètent un peu trop facilement. Ce sont des liens d'histoire. Mais bon, si les Tunisiens n'en veulent pas, c'est pas grave. Hein. Vous savez, il y a un mouvement raciste contre l'Afrique du Nord qui est très, très éveillé en France. Donc ce sera facile, en tout cas, aux gouvernants
de rejeter la Tunisie, de laisser... En tout cas, là, la France se met derrière l'Europe et elle ne parle pas. Alors que même sous Sarkozy, vous vous souvenez, il y avait des délégations et la France voulait faire partager rééquilibrer l'Europe, vous voyez, plus vers son sud, méditerranéen. C'est encore les vieilles traditions de Brodel, de la Méditerranée, de la France, et la France est en train de... C'est pas elle qui perd de l'intérêt, mais c'est la relation mutuelle Afrique-France qui commence à vaciller un tout petit peu, et puis les Français commencent peut-être à calculer qu'ils n'ont pas spécialement d'intérêt. Le symptôme est celui de Bolloré. Bolloré est un gars d'Afrique. C'est l'homme, c'est un Africain. Allez, je ne vais pas dire une grossièreté, mais j'ai envie de dire une grossièreté. Bolloré, c'est un Africain. C'est un gars qui a fait sa fortune en Afrique. Sa façon de penser est africaine. Mais maintenant, il met sa façon dans la France anti-Afrique. Et il a tout vendu, et il soutient les candidats extrêmes, communautaristes, tout en utilisant des agents de son pouvoir. Sonia Mabrouk, Éric Zemmour, regardez les éditeurs de CNews, ben, ils sont basanés, c'est des gens de service. Ils sont pour le service. Ils feront mieux passer l'idée raciste que d'utiliser on en parle aujourd'hui, il y a quelques années, on en parle, on n'aurait jamais osé le dire, de désigner les gens par leur race, c'est-à-dire les blancs. Jamais on ne disait ça. Aujourd'hui, on disait que le mal blanc, oui, voilà, on parle du mal blanc. On parle du mal blanc. Imaginez qu'un mal blanc, mais d'abord un mal blanc qui se respecte ne dit pas ça. Mais aujourd'hui, on parle au nom des mal blancs. Toutes ces frustrés, là, comme Elisabeth Lévy, là, elle se cherche un grand blond, quoi. Hein. C'est une nord-africaine aussi, hein, Elisabeth Lévy. Elle camoufle aussi son identité, mais elle est nord-africaine. Elle vient d'Algérie aussi. Hein. Alors, ces gens-là, qui sont mal intégrés à la France, veulent intégrer la France sous leur regard discriminatoire, raciste, et ils ont pignon sur les principales radios, TV, ils ont beaucoup d'influence, et on ne peut pas reprocher à Zemmour de ne pas avoir une bonne stratégie de conquête. Il a pensé le pouvoir, et il est en train de réaliser ce pouvoir avec de bonnes recommandations. Il fait une campagne, je dirais, quasi sans faute. Il s'inspire aussi comment il s'appelle, de Trump, de ce qu'a fait Trump. Il copie et il impose, et il s'impose. Et nous n'avons pas de puissance intellectuelle capable de le contredire, un peu comme le canard enchaîné de l'époque qui vous dégageait les diamants de Valéry Giscard d'Estaing, ou les vraies notes d'Éric Zemmour à l'école, ou pour démontrer le mensonge clair. Voilà. Où c'est que j'en étais? Voilà, bon. J'en étais à l'actualité de l'Ukraine. Nous sommes dans un moment très grave et il ne faut pas réagir. Je crois que les Européens ont encaissé un coup qu'ils n'attendaient pas, alors que moi, personnellement, je n'aurais pas prédit, et très inattendu. C'est très inattendu qu'une puissance comme l'Union soviétique envoie ses chars, ses bombardiers, conquérir un pays. Et en fait, c'est que tout simplement, c'est une question vitale pour la Russie. C'est-à-dire qu'elle a perdu tous ces territoires qui ont basculé vers l'Ouest, qui sont devenus pro-européens, qui amènent leurs extrémismes, la Roumanie, la Croatie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Tchéquie, tous ces pays ont éclaté et deviennent pro-européens. Et l'Ukraine est dans cette tendance. Elle a envie aussi de basculer. Donc, il y a eu la Crimée il y a quelques années, mais la Crimée, on l'avait laissée à l'Ukraine parce que l'Ukraine était un allié à l'Union soviétique. Donc, jamais on n'aurait pensé qu'un allié aussi solide que l'Ukraine risquerait de basculer vers l'Ouest. Donc, ces gens-là basculent et
si Poutine ne fait rien, il perdait l'Ukraine, parce que la démocratie, c'est la voix populaire. Et la voix populaire, elle décide du Brexit. Elle décide de Kais Saied en Tunisie. Elle décide c'est le vote populaire. Il va décider d'Éric Zemmour, président de la République française. Donc ce vote populaire est inquiétant, perturbant. Il faut revoir les règles du jeu de la démocratie. Il faut que ne soient candidats que des gens qualifiables. Ne soient qualifiés que des gens qualifiables. On ne peut pas envoyer aux 100 mètres un boiteux, non. Enfin, un boiteux ne risque pas de gagner à 100 mètres. Mais je veux dire, on ne peut pas soumettre le vainqueur à un vote populaire, un vote électronique. On ne sait pas, parce qu'il y a certainement des magouilles internes, des influences de l'Internet, des manipulations nouvelles. Et non, le vote démocratique, il faut des gens de conscience qui décident de qualifier le meilleur des qualifiés, des qualifiables. Voilà. Donc, pour Poutine, je crois que c'est le dernier acte de virilité. Il a osé le faire. Il a osé envahir un pays pour sauver la Russie. Parce que si l'Ukraine tombe, après c'est la Russie elle-même qui va tomber. Et ensuite, ce sont toutes ces provinces d'Asie. Et donc, on va avoir une sécession, et donc c'est l'éclatement des empires. C'est donc le dernier empire qui ne tient plus, et l'idée d'empire ne se vend plus. L'Empire ottoman a perdu, donc tout le monde a été vers l'Union européenne, mais l'Union européenne n'est pas un empire, c'est les États-Unis d'Europe. Hein. C'est quelque chose de différent, où on adhère facilement et où on peut sortir. Donc il y a encore ce principe. Là, pour le moment, personne, à part l'Angleterre, personne n'a osé. Mais on pourrait envisager une tendance. Vous voyez, quand des pays voient des tendances d'extrême droite catholiques, des Roumains qui s'imposent au Parlement européen au nom de la démocratie et qui font leur cirque, il faut voir ce qui se passe. Hein. On peut croire que des pays se dire, écoutez, nous Hollandais ou nous Luxembourgeois, on est tranquille, ça nous coûte beaucoup plus cher que ça ne nous rapporte. On pourrait croire, voilà. Bon, je crois que j'étais un peu long, pas lent. Évidemment, je dis des choses que je n'avais pas prévu de dire, mais ça c'est l'effet du direct. Mais j'avais envie de parler de Zemmour, le grand danger. Je voulais contredire Mélenchon, qui croit que Zemmour ne sera jamais élu. Ben non, le risque de l'outsider est possible. Et voilà. Et si Poutine est intervenu, parce qu'il n'y a pas d'outsider là-bas. Il y a un dirigeant qui est là depuis une vingtaine d'années, qui a travaillé dans l'appareil d'État, qui connaît le système, qui a vu la perestroïka, qui a vu l'éclatement de l'Union soviétique, et qui voit que son dernier grenier ukrainien risque de s'en aller. Alors, il faut un coup d'autorité, mais bien sûr, il y a de l'autre côté, en face, l'Amérique, l'OTAN. Donc, si jamais on rentre en conflit, c'est pas une guerre nucléaire, mais c'est une guerre brutale. Et comme chacun voudra gagner, toutes les armes sont justifiables pour gagner, parce que chacun voudra gagner la guerre. Et donc, bon, pour moi, il faut se calmer, il faut laisser la Russie, réaliser ses objectifs. On n'a pas d'autre choix. On ne peut pas faire autrement. Et puis on va calmer, et puis on essaye de revoir. Il faut contenir, et puis arrêtons de jouer sur les opinions publiques. Parce qu'on a joué sur l'opinion publique pour aller vers l'Europe, vous voyez. L'Europe, c'est le monde matériel, et on finit par oublier sa propre évolution. Un pays comme la Lituanie reçoit des directives de l'Union européenne sur des recommandations. Et en fait, c'est carrément plus de fonctionnariat. Enfin, je n'ai plus les détails, mais en tant que Lituanien, par exemple, il faudrait vous poser des questions par rapport à un système original lituanien. Est-ce que vous allez
Vous n'êtes pas l'Europe, vous êtes... donc il faut savoir prendre le positif de l'Europe, mais il ne faut pas non plus imposer les normes européennes sur votre Lituanie. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors que les pays ont quand même des développements originaux qu'il faut savoir aussi préserver. Donc le côté législatif, organisation est utile, mais ça doit rester uniquement au niveau des directives et des moyens. Et voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Et j'ai plein de choses à redire, mais je vais m'arrêter là. Et à bientôt. Ciao.